Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous rencontrons un intervenant du marché financier très important à travers le pays, soit la firme Jarilowski Fraser. Monsieur Charles Nadim, bienvenue dans notre série. Bonjour. Vous êtes co-chef des actions, gestionnaire de portefeuille des actions canadiennes chez Jarilowski Fraser. Votre firme existe depuis 1955, a été créée par M. Stephen Jarilowski et appartient maintenant à la Banque Scotia. Quel est votre style de gestion? Merci. Bonjour Sylvain. Notre style de gestion est le même qu'en 1955. On recherche des compagnies qui opèrent des industries en croissance avec des barrières à l'entrée élevées, dans lesquelles on a une visibilité accrue des revenus et flux monétaires, et donc qui sont généralement des compagnies de haute qualité, peu ou non cycliques. C'est ce qui consiste la majorité dans nos portefeuilles. On recherche toujours une valeur attrayante. Pour nous, on regarde ça de façon absolue. On va faire du rendement de 10 à 15 % sur le long terme. Donc, croissance à valeur raisonnable. L'année 2020, M. Nadim, a été très difficile sur les marchés avec la pandémie. Comment vous vous êtes démarqué? Alors oui, bien entendu, ça a été une année assez unique de la nature de la récession. Pour nous, écoute, on s'en est bien tiré par rapport à nos pairs et c'est d'ailleurs une année record pour nous en termes de croissance des actifs organiques à cause de la performance qui a été très bonne. Mais malgré ça, ça a été une année assez difficile dans le sens où plusieurs de nos compagnies qui sont typiquement très défensifs, non cycliques, par les actions du gouvernement, sont devenues très cycliques. Okay? Donc, je vais vous donner juste un exemple. Prenez la compagnie qui détient la marque Tim Hortons Restaurant Brand International. Okay? Dans la crise financière en 2008-2009, Tim Hortons a cru de 3 %. C'est une business qui est très résiliente typiquement. Mais quand les restaurants sont forcés de fermer, eh bien, une business non cyclique comme Tim Hortons est devenue extrêmement cyclique et les ventes étaient en baisse de 50 %, ce qui a été du jamais vu, au pire de la pandémie. Donc, il y a certains titres dans le portefeuille qui sont typiquement très défensifs, qui ont été forcés de fermer par les actions du gouvernement. Ça nous a un peu donné un peu de sous-performance dans une période à court terme. Ça, pour le court terme, ça a été négatif, mais si vous pensez à quelqu'un comme nous qui a un horizon de 10, 15, 20 ans, des fois, c'est une opportunité, parce que ça nous donne l'opportunité d'acheter des titres de très haute qualité à un prix encore plus attrayant si on croit que, justement, ce qui se passe, c'est cyclique et non structurel. Donc, en général, on a bien fait. On a eu certains vents de face, que ce soit ce groupe de compagnies non cycliques qui sont devenus cycliques. Aussi, l'or, on n'est pas investi dans le secteur de l'or. Puis dans une crise comme celle qu'on a vue, écoute, il y a eu un grand montant, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont cachés dans l'or en termes de refuge. Pour nous, on a 4 critères d'investissement. Si ces compagnies ne remplissent pas ces critères-là, on n'investit pas. Et on n'a pas trouvé de compagnie d'or qui remplissait nos critères. Donc, on a évité ce secteur-là qui a été bon pour une longue période de temps, mais durant la pandémie, c'est un secteur qui a très bien fait. Et donc, ça nous a causé un peu de surperformance. Mais en général, on a aussi eu l'opportunité d'acheter des titres qu'on avait sous notre liste, on appelle ça le watch list, donc des compagnies qu'on aime, mais qu'on n'avait pas dans le portefeuille. On attendait le bon prix. Et c'est des compagnies comme Shopify, comme Magna, où la volatilité du marché nous donne cette opportunité-là, et puis je pourrais en parler plus en détail. Donc, en général, on s'est bien tiré. On a pris l'opportunité pour acheter des compagnies sur notre watch list. Et nos compagnies eux-mêmes, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'ils ressortent d'une crise. Quand tu es une compagnie avec des états financiers solides et tu rentres dans une crise, les opportunités de consolidation augmentent et tu peux, en théorie, en ressortir plus fort. Et puis, on commence à le voir depuis quelques semaines, quelques mois. Donc, je pense que à long terme, ça va être bénéfice. Ça va être positif, mais à court terme, ça a été un peu volatile. En 2020, nous avons vu toutes sortes de compagnies partir vers le haut. Là, on peut mentionner Tesla, Hertz, NIO, Zoom. Beaucoup de compagnies qui n'ont pas toujours des bons bilans. Est-ce que vous investissez dans ce genre d'entreprise? Un des critères essentiels pour nous, c'est les bilans financiers. Donc, vous avez mentionné beaucoup de noms. Un des noms, par exemple, c'est Shopify. Okay? Shopify est allé en vertical, il a triplé. On achète un titre d'habitude en technologie, dans les logiciels et services avec l'intention de doubler sur 5 ans, faire du 15 % par année. Et dans ce cas-ci, on l'a acheté en février, début mars, à 500 et le titre est à 1400. Donc, 1300, 1400, c'est incroyable. Ça a été vertical, mais il faut regarder plusieurs critères. Un, c'est les états financiers. Dans le cas des compagnies comme Shopify, vous avez mentionné d'autres noms, mais Shopify, ils ont des états financiers extrêmement solides. OK?
Ils sont en théorie extrêmement profitables, mais ce qu'ils font, c'est qu'à chaque dollar de profit qu'ils font, ils réinvestissent dans la business pour augmenter leur avantage compétitif. Et pour des compagnies comme ça, il ne faut pas regarder l'évaluation sur 1, 2 ans, mais il faut regarder 5 à 10 ans, okay? Parce qu'ils sont en train de bouleverser le marché du commerce électronique. Donc, certains titres, Sylvain, que ce soit par exemple un Shopify, où aujourd'hui, ils ont 1 million de marchands sur leur plateforme, mais le marché potentiel pour être 50 millions, 100 millions. Il y en a 450 dans le monde, des millions des commerçants, right? So, on ne peut pas regarder les profits à 1, 2 ans. S'ils ont les états financiers solides, un avantage compétitif qu'on croit assez grand, avec une équipe de gestion qui a une perspective à long terme. Et si on est capable de faire notre 15 % par année, on va les acheter. Ça inclut, par exemple, un titre comme Shopify cette année. Donc, pas si les états financiers ne sont pas solides, seulement si les états financiers sont très solides et ça remplit nos 3 autres critères. La période actuelle me fait penser aux années 98-99, au moment que les technologies avaient beaucoup monté. Puis en 2000, bien, ce qu'on a vu, c'est que les technologies fortes titres de croissance ont baissé beaucoup. Puis les titres de valeur ont remonté. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait vivre un scénario similaire à compter de maintenant? Oui, c'est une question très intéressante. Et c'est là, d'ailleurs, l'opportunité, c'est que le monde de la technologie au Canada a complètement évolué. Si vous regardez la composition du marché de technologie aujourd'hui au Canada versus les années 2000, okay? Dans le temps, on se rappelle des types de compagnies, c'était le Nortel, les GIAC, les Celestica, les BlackBerry, c'était des compagnies de hardware. Tandis qu'aujourd'hui, c'est toutes des compagnies de logiciels et services. Le modèle d'affaires est complètement différent. Plus de 90 % aujourd'hui, c'est logiciels et services. Dans le temps, c'était l'inverse. Okay? Dans ces compagnies de logiciels et services, les modèles d'affaires sont en majorité très récurrents. Okay? Donc, des barrières à l'entrée extrêmement élevées. C'est des modèles qui sont très difficiles à répliquer, qui prennent des décennies de code à écrire pour essayer de répliquer ces logiciels-là. Donc, ce n'est pas le même modèle d'affaires. C'est un modèle d'affaires qui est beaucoup plus résilient. Et on est chanceux parce que Canada, vous savez, Canada, depuis maintenant plusieurs années, attire le plus de talents au niveau mondial, en termes absolus. Ce qui fait qu'on voit vraiment un nombre incroyable d'innovations et de compagnies qui sont chefs de file au niveau mondial dans la technologie, qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans, de l'année 2000. On avait 4-5 compagnies dans le secteur de hardware. Aujourd'hui, on a Shopify, mais on a 10 autres Shopify dans nos portefeuilles, l'équivalent 10 à 15, OK? De compagnies qui, à travers cette innovation, créent des modèles d'affaires qui sont beaucoup plus résilients que dans le temps. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir un peu de variabilité dans les marchés. Mais ce que je veux dire, c'est des modèles d'affaires beaucoup plus solides qu'on avait dans le temps. Comment positionnez-vous vos portefeuilles pour les années à venir? Une des raisons pourquoi on a survécu depuis 1955, c'est qu'on ne varie pas nos portefeuilles en termes de ce qu'on s'attend de la prochaine année ou deux. On investit avec un horizon de 10 à 15 ans. C'est plus qu'une récession, right? On a des titres depuis 20 ans. Donc, on investit avec la vue qu'on a des compagnies qui vont profiter de la croissance. Et puis, si on voit une récession, ils ont les états financiers non seulement pour investir et gagner des parts de marché, mais faire des acquisitions. Donc, notre style, notre façon de faire, c'est exactement la même. Notre taux de roulement l'année passée était de 5 %. Ça veut dire que notre horizon était de 20 ans. Cette année, avec la volatilité qu'on a vue, on va peut-être augmenter ça à 9 à 10 %. Mais je vous dirais, on a beaucoup de compagnies. Bon, d'ailleurs, ces compagnies qui étaient, disons, fermées à cause des actions du gouvernement vont graduellement rouvrir. Là, ils vont rattraper. Mais on a beaucoup de bonnes compagnies qui sont 60 % d'ailleurs du portefeuille canadien. Aujourd'hui, c'est des chefs de file mondial dans des industries en croissance. Le reste, c'est des chefs de file régionales. On a juste 4 % de commodités. C'est un autre changement extrêmement grand, structurel au Canada. Quand tu regardes les commodités, on n'a pas d'énergie en termes d'exploration, production. Le profil a changé. On est vraiment bien guéri pour la croissance mondiale et ces chefs de file canadiens qui gagnent des parts de marché au niveau mondial. Et pour l'année 2021, là, si on parle de court terme, les 12 prochains mois, comment vous voyez les marchés? On est positif. Nous, on regarde ça sur 3 à 5 ans, mais même sur 12 mois, écoute, les taux d'intérêt sont bas. Oui, le marché a remonté un peu, mais encore, nous, on mesure ça avec les rendements attendus de notre portefeuille. Qu'est-ce qu'on s'attend comme rendement de notre portefeuille? Et je vous dirais, on est encore dans les 10 à 15 % par année, incluant le dividende, sans inclure aucune acquisition dans nos compagnies. Donc, l'environnement est encore bon pour les marchés à court, moyen et long terme.
Et comme on apprend, comment on dit ça, time and time again, hein, les récessions sont toujours difficiles à prévoir. Il faut toujours faire attention parce que souvent on a la tendance à dire « Ah, mais là, je vais vendre et je vais attendre le bas du cycle », qui est toujours difficile à timer. Notre approche, c'est plus acheter les meilleures compagnies, les garder à long terme. Si on voit de la volatilité, on en rachète, tant que la thèse est intacte. Le marché canadien a peut-être tiré un peu de la patte depuis quelques années, alors que les États-Unis ont été la place à être depuis les 10 dernières années. Pensez-vous que le marché canadien, le marché international vont être meilleurs que le US? Comment vous voyez ça? Oui, ça c'est une question qui me touche à cœur parce que c'est ça nous, on cherche des compagnies qui sont sous-évaluées par le marché et je vous dirais le Canada est sous-évalué par le marché. Parce que les gens regardent 10 ans puis ils se disent « Mais regarde ce que le Canada a fait par rapport aux États-Unis », mais il manque un point extrêmement important. C'est qu'une grande partie du marché canadien était des compagnies cycliques dans le secteur des commodités comme l'énergie. Et on sait tous que l'énergie sur le long terme ou n'importe quel autre commodité, c'est une vague. Hein? Ça monte, ça descend. Il faut timer le bas puis essayer de vendre au haut. Mais sur le long terme, tu ne fais pas d'argent avec ça. Et puis, ça représentait 33 % de notre portefeuille il y a 15 ans parce que c'était ça que ça représentait le marché canadien. Aujourd'hui, c'est 3 %. Donc, ce vent de face que le Canada a eu depuis 10 à 15 ans, puis quand je dis le Canada, c'est le marché canadien, n'est plus là aujourd'hui. Okay? 3 % de notre portefeuille versus 35 %. Donc, quand je regarde sur les 5 à 10 prochaines années, voyant toute l'innovation qui arrive au Canada, puis il faut se poser la question, comment ça se fait que Shopify, qui est rendu numéro 2 aux États-Unis là, sur la plateforme de commerce électronique, une compagnie canadienne, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on a 10-15 autres Shopify? Beaucoup des nouvelles technologies sortent du Canada. Ça, je ne pense pas que les investisseurs globaux ont vraiment attrapé cette vague encore. Donc, l'opportunité, moi, je vous dirais, sur les 5 à 10 prochaines années, je pense que le Canada va faire extrêmement bien, surtout par rapport aux autres pays. C'est difficile de prévoir les mouvements de devises, mais à votre avis, le dollar canadien, est-ce qu'il pourrait se raffermir par rapport au dollar US? Oui, écoutez, on ne fait pas vraiment de prévision de devises, mais il devrait. Si l'économie continue à bien faire, comme on s'attend à ce qu'elle fasse, parce que le Canada a les états financiers parmi les plus solides, là, malgré qu'on en dépense pas mal d'argent ces temps-ci. On est rentré dans cette crise avec un des états financiers les plus solides, une économie qui est en bonne santé, avec des perspectives très intéressantes. Donc, en tout étant égal, la devise devrait bien faire et se renforcer à travers versus autres devises. M. Nadim, je tiens à mentionner que je travaille beaucoup avec votre firme depuis de nombreuses années. J'aime envoyer une partie des portefeuilles de certains clients en gestion chez votre firme. Puis à long terme, les gens ont tous été bien servis. Alors, un grand merci pour la participation à notre émission. Merci beaucoup pour l'invitation, Sylvain. Ça me fait un plaisir. C'était un plaisir. Merci. Aux gens qui nous écoutent, j'espère que vous aurez apprécié cette capsule. Au plaisir de vous voir pour une prochaine émission. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.